Bonjour, il est 14 h et on va pouvoir commencer cette séance du conseil municipal et on va commencer en faisant appel. Marine, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, Hervé Stassinos. Jean-François Plane. Présent. Cécile Christol. Présent. Jean-Michel Perratou. Présent. Bérénice Bonal. Présent. Jean-Claude Bégat. Présent. Agnès Biazouto. Présent. Pascal Campens. Présent. Magali Vincent. Christian Garnier. Présent. Martine Clopin. Jacques Paganelli. Patrick Roas. Serge Benet. Chantal Jaubert. Présent. Isabelle Roger. Présent. Jean-Marc Illich. Présent. Stéphanie Assionne. Présent. Éric Galliano. Graziella Piras. Présent. Thomas Michel. Marine Desideri, présente. Émilie Roy. Mylène Soriano. Présent. Valérie Rialan. Présente. Armand Cabrera. Bernard Fezri. Éric Job. Présent. Marina Bianchi-Brondino. Présente. Valérie Pozzo-Di-Borgo. Viviane Dia. Présent. Denis Tandil. Présent. Martine Cabot. Présent. Et j'ai reçu les pouvoirs de Armand Cabrera pour M. Pézri, de Valérie Pozzo-Di-Borgo pour Marina Brondino, de Émilie Roy pour Graziella Piras, de Magali Vincent pour Bérénice Bonal, qui revient toujours de Tokyo, et d'Éric Galliano pour Jean-Michel Perratou. Donc on a le quorum largement, donc la séance peut commencer avec le procès verbal du conseil municipal du 16 décembre 2024. Avez-vous des remarques? Pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Je peux poser une question? Allez-y. Donc, ah oui, c'est vrai. Pardon. Je suis plus habituée. Oui, parce que c'est juste une question à part. Donc, je voulais vous demander, du fait que j'étais absente donc, au dernier conseil municipal le 16 décembre, mes collègues, donc ici présents, ont demandé pourquoi la retransmission en vidéo ne se faisait pas. Donc, vous avez répondu, bien sûr, que c'était une question de coût, une question effectivement importante, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'en fait, il n'y a même pas d'audio sur les conseils municipaux retransmis donc, sur le site internet. Donc, par rapport à ça, il y a quand même beaucoup de pradétants qui sont interpellés, notamment des pradétants qui en ont souffert pendant la période, toute cette période où ça n'a pas été retransmis. Et je vous cite même une personne qui est présente dans la salle aujourd'hui, Madame Bastou. Voilà, donc c'est pour en prendre conscience et de ce fait, voilà. Hein. D'accord, donc tout le monde peut voir qu'il y a bien un enregistrement qui est fait. Oui. Vous avez déjà posé la question, vous avez eu la réponse. Je
d'accord. Et je reviens dessus parce qu'on n'a pas eu d'audio non plus. On n'a pas d'audio non plus. Vous allez répondre. Je répète donc, l'enregistrement a bien eu à chaque séance du conseil municipal. Les bandes sont sur la tête. Là, il se trouve qu'on a un problème technique. Vous avez déjà posé la question par email. On vous y a répondu. Il y a un problème technique. Notre prestataire travaille dessus. Écoute, on espère que ça va être résolu dans les plus brefs délais. Très bien. Merci. Je vous propose donc de passer à l'ordre du jour. Et on va commencer avec la question numéro 1. C'est le budget politique qui va être présenté par Jean-Michel Perratou. Bonjour à tous. Lors de la commission des finances et d'administration générale, le budget primitif 2025 a été exposé et commenté en répondant aux questions. Il est présenté au Conseil une version résumée de la délibération. Le budget 2025 s'établit en fonctionnement à 16 933 et en investissement à 7 428 pour un total de 24 361. Pour les dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général sont fixées à 4 041. Les charges de personnel sont à 8 700 000. Les atténuations de produits pour 875 000, l'attribution de compensation versée à la métropole. Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 1 318 000, avec des subventions aux associations et aux CCRS. Les charges financières sont prévues à 250 000 euros. La dotation aux amortissements s'élève à 1,7 million. Pour les recettes de fonctionnement, les produits et services sont prévus à 1 373 000. Les impôts et taxes à 13 390 000, avec des taux inchangés. Les dotations et participations sont à 1 823 000. Les dépenses réelles d'investissement s'élèvent à 7 060 000. Le remboursement du capital de la dette représente 730 000 euros. Les subventions d'équipement s'élèvent à 880 000 euros, avec 450 000 d'attribution de compensation versées à la métropole et 430 000 euros de fonds de concours. Pour les immobilisations, on a l'école Pagnol pour 3 100 000, les bâtiments communaux pour 400 000, l'accessibilité pour 100 000, la montée du cimetière Bellevue pour 80 000. Les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 5 508 000, dont les subventions à 226 000, un emprunt d'équilibre à 4 328 000, ajusté lors de la prise de résultat 2024 et en fonction de réalisation effective. Le FCTVA pour 300 000 euros et des produits de cession pour 315 000. Le budget annexe de la régie des transports est de 167 000 et celui des ports des Auxiliaires 513 000, dont 383 000 de recettes d'exploitation et 130 000 de dépenses d'investissement. Merci pour cette présentation complète. Avez-vous des questions sur le budget avant de passer au vote? Madame Riel-Henry. Avant d'intervenir sur le budget, mesdames et messieurs, j'aimerais bien laisser la parole à Viviane Thiard qui avait envie de prendre la parole juste avant avec quelque chose d'important à vous demander. Et vous ne l'avez pas vu en fait. Donc s'il vous plaît, si vous voulez bien lui laisser la parole en dehors d'une question de budget, c'était une question. Madame Thiard, il n'y a bien sûr aucun problème pour vous séparer. Vous voulez la parole? Pardon. Vous voulez la parole? Je vous offre. Merci beaucoup. La prochaine fois, je mettrai un peu plus enthousiasme. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, nous nous permettons de vous adresser cette demande afin de vous soumettre une requête concernant l'horaire de la cérémonie de la déportation. Comme vous le savez, cette année marque le 80e anniversaire de la libération des camps, un moment particulièrement important dans le devoir de mémoire. Or, la cérémonie est traditionnellement programmée à 9 heures. Un horaire qui rend difficile la participation des élèves des écoles de la commune. Nous souhaiterions donc que cette année et les années qui suivront celle-ci puissent être décalées à 11 heures. Ce changement permettrait aux enfants d'assister à cet hommage essentiel afin de mieux comprendre l'histoire et d'honorer la mémoire des victimes de la déportation. Nous sommes convaincus
que cette adaptation favoriserait également une plus grande mobilisation des habitants et renforcerait la portée de cette commémoration. Nous vous remercions par avance pour l'attention que vous porterez à cette demande et espérons qu'elle sera positive. Merci. Alors, vous touchez à un sujet sensible qui intéresse, je pense, l'ensemble de la collectivité et au-delà de tous les habitants. Bien sûr, notamment intéresser les enfants au devoir de mémoire. C'est pour ça qu'on a créé le chemin du souvenir, de manière à ce que les enfants puissent se rendre régulièrement sur les stèles et faciliter le parcours d'initiation au devoir de mémoire. Donc c'est vraiment l'esprit dans lequel on s'est situé. Et c'est gentil de penser aux enfants pour bien sûr cette journée qui va être les 80 ans de la libération du camp. Et cette année, ça tombe un dimanche. Donc on a vu déjà avec la communauté éducative, sachant que la commémoration va tomber un dimanche, il n'y a pas d'obligation pour les enfants d'être là. Enfin, ce sera plus facile pour être là le dimanche. Mais on prend en compte votre point, on fera un point avec l'ensemble des associations patriotiques et on verra s'il y a une demande particulière pour changer l'horaire ce jour-là. Et s'il y a une demande particulière, on verra dans quelle mesure on peut changer. Merci de votre participation. Merci. Alors on revient donc au budget principal. Qui veut souhaite prendre la parole? Madame Yann. Alors, monsieur le maire, chers collègues, ce projet nous emmène, une fois n'est pas coutume, dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Ou devrais-je dire Alice au pays des cauchemars, pour nos concitoyens. Sinon, comment expliquer les distorsions de la réalité illustrées par ces prévisions budgétaires? Ainsi, par exemple, des prévisions de dépenses supérieures de plus de 1,3 million à vos propres annonces sur le réalisé du 2024 figurant au document du rapport d'orientation budgétaire, dont j'ai déjà expliqué l'opacité lors de notre dernière séance du Conseil. Donc, entre novembre 2024 et janvier 2025, le budget gonfle soudainement de plus de 10%, sans explication. Excusez du peu. Alors, quels sont les vrais chiffres? Comme d'habitude, il va falloir attendre le compte financier unique et le résultat pour s'apercevoir, après des inscriptions mirobolantes au budget supplémentaire 2024, que le taux de réalisation des investissements est à nouveau peu glorieux. Et je vois comme le lapin d'Alice, vous êtes toujours en retard, en particulier pour nous donner une vue sincère de votre gestion. En retard également pour autofinancer les investissements. Sinon, comment expliquer qu'au budget primitif, vous consacrez 0 € à l'épargne? Bien sûr, en dehors des investissements comptables, des amortissements comptables obligatoires. Vous préférez inscrire des dépenses imaginaires, et pour nous, comme pour les pradétans qui essaient de comprendre nos finances, c'est un questionnement réel sur la sincérité de ce budget. Je rappelle pour notre Assemblée que la sincérité en matière budgétaire est un principe de valeur constitutionnelle depuis 30 ans, tant pour l'État que pour les collectivités territoriales, et s'impose en vertu de la loi, de sorte que les inscriptions budgétaires doivent être prévues et exécutées en faisant usage de toutes les informations et prévisions pertinentes disponibles en recettes et en dépenses. Et pourtant, tel ne semble être pas le cas ici. Et c'est l'équilibre même de ce budget qui en devient douteux. Je l'avais déjà souligné pour le ROB. Sinon, comment expliquer l'écart de plus de 700 000 € que l'on trouve déjà en dépenses de fonctionnement à peine 2 mois après la présentation du ROB? Et comment expliquer également l'écart de moins 3 millions d'euros que l'on trouve en dépenses d'investissement, là aussi quelques semaines après le ROB? 10 millions pour le ROB, 7 millions maintenant. À moins que vous ayez aussi bafoué un autre des grands principes budgétaires, celui de l'annualité, qui oblige notamment à rattacher les dépenses et les recettes à l'exercice. Certaines communes font ainsi de la cavalerie budgétaire, gardant des factures sous le coude pour améliorer le résultat annuel. Ce jeu finit en général par une ardoise pour les contribuables lorsque la vérité éclate. Même pratique illisible pour les investissements, qui nous rappelle une nouvelle fois le personnage de Lewis Carroll, ce chapelier fou qui crie et saute de joie sous l'effet de ces belles annonces, mais dont on trouve au final peu de traduction concrète. C'était déjà le cas en 2023, avec 5 millions d'euros d'investissements réalisés contre 14 millions annoncés. Et c'est encore le cas en 2024, avec 17,6 millions d'euros d'investissements inscrits au budget 2024, un montant surréaliste pour notre commune,
alors que vous savez déjà que moins d'un tiers ne sera réalisé. Toujours ce problème de sincérité, évidemment. En revanche, on connaît l'emprunt que devront rembourser les Pradétans, qui lui est bien réel. 4 millions d'euros supplémentaires contractés en 2024, qu'il va falloir commencer à rembourser dès 2025. Les frais financiers recommencent d'ailleurs leur ascension, de même que l'annuité. L'encours augmente et atteint déjà plus de 9 millions d'euros. Et en fait, vous prévoyez de le porter à plus de 13 millions d'euros en 2025, avec une capacité de désendettement qui franchira le seuil d'alerte prudentiel pour notre commune. Car, et je vous demande, comment finance-t-on les investissements prévus dans ce budget primitif 2025 sans épargne et en jouant sur le décalage des dépenses, essentiellement par l'emprunt? Donc l'encours de la dette monte, l'épargne se dégrade et par conséquent la capacité de désendettement aussi. C'est un cercle vicieux et une bombe à retardement. Quant au grand investissement du port des Auxiliaires, nulle trace dans ce budget, comme on l'avait bien pressenti, malgré des annonces fracassantes dans la presse locale. Je résumerai donc en affirmant quelques principes auxquels mon groupe et moi-même sont chers et qui sont aux antipodes des vôtres. Monsieur le maire, la transparence, la sincérité et le respect des intérêts des Pradétans. Je vous remercie. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions avant qu'on passe au vote? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, on va faire le vote parce que ça fait. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération numéro 2, c'est le vote des taux. Il est rappelé au conseil municipal qu'il convient, comme chaque année, de fixer le taux des taxes directes locales. Pour 2025, nous maintiendrons les taux votés en 2024. Pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le conseil municipal, à terme délibéré, décide de fixer les taux pour l'année 2025 comme suit. Taxe d'habitation 17,16, taxe foncière sur les propriétés bâties 46, taxe foncière sur les propriétés non bâties 83,78. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions sur le maintien des taux. On passe au vote. Qui est contre? Contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Vote numéro 3, c'est donc l'actualisation des pouvoirs délégués par le conseil municipal au maire. Considérant que le conseil municipal peut déléguer au maire pour une durée de son mandat toute ou partie des attributions énumérées par l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales, considérant que la commune porte un projet pluriannuel mobilisant sa trésorerie, la reconstitution d'un groupe scolaire pour un montant de 12 934 hors taxes. Considérant que les subventions obtenues auprès de nos partenaires financiers sur cette opération, la région Sud et la CAF, ne seront versées que postérieurement au paiement des travaux. Considérant que le FCTVA est versé un an après le décalage, après le DGV, vu la délibération 22 DCM DGS 066 du 4 juillet 2022 qu'il convient d'actualiser, il est proposé au conseil municipal de modifier le montant de la ligne de trésorerie que monsieur le maire est autorisé à réaliser pour couvrir le décalage entre les dépenses et les recettes et de porter à 4 millions d'euros. Ainsi, pour la durée du mandat, la nouvelle formulation des délégations du conseil municipal au maire, afin de tenir compte de cet élément, sera identique à précédemment, sauf le point numéro 20, nouvellement modifié, afin de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 4 millions d'euros. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Briand. Monsieur. Oui, monsieur le maire, chers collègues, effectivement, cette délibération modificative est présentée comme un simple ajustement. Mais nous pensons qu'elle mérite un examen un petit peu plus approfondi. En effet, normalement, ce type de modification est rare et ne devra intervenir qu'en cas de changement fonctionnel ou organisationnel au sein du conseil municipal. Alors, excusez-moi du peu, mais derrière cette rédaction habile, à notre avis, se cache une réalité moins reluisante. Un manque évident d'anticipation
dans la gestion du projet pluriannuel de reconstruction de l'école. Je vous rappelle que le PPI est censé permettre une planification rigoureuse, et donc si la planification des dépenses avait été correctement prévue, et on ne serait pas obligé aujourd'hui d'augmenter la ligne de trésorerie nécessaire pour pallier des décalages de paiement pourtant prévisibles. D'ailleurs, vous mettez vous-même dans la délibération le fonds de compensation de la TVA, on sait tous qu'il est versé avec un an de décalage. Et la subvention des partenaires arrive aussi avec décalage. Ces éléments sont donc des constantes budgétaires, donc vous le saviez dès le début du mandat. Alors pourquoi devrions-nous aujourd'hui ajuster en urgence la capacité d'emprunt de la commune? Cela traduit, à notre sens, une insuffisance dans la prévision budgétaire et un manque de rigueur dans la gestion de notre trésorerie. Monsieur le maire, nous ne pouvons que regretter ce manque d'anticipation et d'information claire à l'égard du conseil municipal et de ses administrés. Gouverner, c'est prévoir. Et à travers cette délibération, nous constatons une fois de plus que cette vaccine n'a pas été appliquée. Monsieur Pesquet. Merci, monsieur le maire. Donc, juste une question, parce que j'ai pu comprendre, mais c'est des deux souvenirs, que la ligne de trésorerie ne pouvait en aucun cas servir à de l'investissement. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai retrouvé en faisant de recherche. Donc, je suis un peu surpris que ça serve à financer l'école. Et peut-être que les 4 millions qui sont proposés, ça justifie les 3 millions qui sont diminués sur l'investissement, parce que ce n'est pas une ligne budgétaire, donc elle n'apparaît pas dans le budget. Donc, voilà peut-être pourquoi la disparition de 3 millions. Un manque de transparence. Donc, en fait, la ligne de trésorerie, elle ne sert pas à appuyer l'investissement. En fait, comme ça a été expliqué tout à l'heure par M. Perratou, dans le montant global des travaux, il y a la FCTVA et les aides qu'on vient de nous donner, certaines collectivités, les collectivités de façon générale. Donc, on est sur un montant, en gros, entre FCTVA et les subventions, on est sur 5 millions d'euros. Donc, ces 5 millions d'euros, on va faire en sorte de les récupérer au plus tôt. D'ailleurs, on a envoyé un courrier, parce qu'il y a une nouvelle législation, je crois que c'est 2022-2023, qui permet de récupérer 70% de ce qui a été dépensé en FCTVA. Donc on a fait un courrier à la préfecture pour demander si c'était possible de récupérer 70% de la FCTVA. On va voir si c'est oui, tant mieux. Si c'est pas possible, c'est possible. En tout cas, on a fait la demande. Mais ces 5 millions d'euros, en fait, c'est une sorte d'avance que fait la commune, à la fois à l'État pour la FCTVA, et puis aussi à nos partenaires. On les remercie de nous aider, mais on ne sera une version de subvention qu'à la fin du projet. Après, charge aux équipes en charge du projet, c'est le cas de dire, d'aller au plus vite sur la récupération des subventions, d'un côté, et de la FCTVA. Alors, les subventions, ça ira quand même relativement vite, parce qu'on va faire vite les dossiers à la clôture, et puis on demandera à ce que les subventions soient réglées le plus tôt possible. En ce qui concerne la FCTVA, c'est toujours même si c'est automatisé maintenant, il y a quand même un décalage qui peut être entre 12 et 18 mois à peu près. Même plus, là. C'est le côté très prudent sur Michel. Ça arrivera au niveau du FCTVA sur lequel il y a 2,5 millions, parce que 2,2 millions, ça n'arrivera pas avant 2027-2028. Donc c'est vraiment pour payer le décalage. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Madame Yalon. Juste ça, vraiment, ça appuie ce que j'ai dit en préliminaire, c'est-à-dire qu'on découvre, je parlais d'Alice au pays des merveilles, mais c'est ça, on découvre à chaque fois au détour des financements, des choses que vous avez prévues, et ça manque de clarté et de transparence pour les bras des temps. Donc on va passer au vote. Qui est contre? À Madame Juste une petite question, excusez-moi, monsieur le maire. Les subventions sont versées uniquement sur facture, c'est bien ça? C'est ça, donc à la fin des travaux. D'accord. Ce qui explique le décalage. Merci. Oui, oui. Voilà. On le Donc, sait. pour rappel, on a 100 000 euros du département, 3 millions entre métropole et région, et puis après le reste de la commune. Voilà. Pas d'autres questions? Merci. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, la question numéro 4, alors je vais la prendre parce que Magali a dû s'absenter. Ça concerne une indemnité forfaitaire pouvant être allouée en cas de fonction essentielle itinérante. On a des agents de la commune qui se déplacent sur la commune, donc ils n'ont pas le droit de faire de frais de déplacement. Pour pallier à ça, on a une disposition législative qui permet
d'octroyer 250 € de prime par an pour qu'ils puissent payer les frais de déplacement sur la commune. Ça concerne quelques agents. On parle de 250 € par an pour 5-6 agents. Pas de questions, je propose de passer au vote. Monsieur Tandil. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Concernant justement cette indemnité forfaitaire, je tiens tout d'abord à souligner l'importance de cette indemnité qui reconnaît la contribution essentielle des agents municipaux concernés, notamment nos éducateurs sportifs auprès des jeunes, des scolaires et des usagers des infrastructures sportives de notre commune. Il est donc juste que leurs déplacements soient compensés. Toutefois, permettez-moi de soulever une question de fond. Le montant proposé de 250 € par an est-il réellement suffisant pour couvrir les frais engagés par ces agents, ce qui représente en moyenne de 20 € par mois? L'arrêté ministériel du 28 décembre 2020 fixe le plafond à 615 €, soit plus du double du montant retenu par notre collectivité. Je comprends bien sûr les contraintes budgétaires qui s'imposent à nous, mais je m'interroge sur la cohérence de ce choix, alors que les prix des carburants, de l'entretien des véhicules et des assurances ne cessent d'augmenter. Par ailleurs, un rapide examen des pratiques d'autres communes montre des écarts significatifs dans l'attribution de cette indemnité. Certaines villes appliquent des montants bien plus proches du plafond autorisé afin de garantir une compensation plus juste. Je pense donc qu'il serait opportun de reconsidérer ce montant en considérant en plus de la part forfaitaire une part variable, incluant les frais réels engagés par nos agents itinérants, indexés par exemple sur les kilomètres réellement parcourus. Cette approche permettrait d'assurer une base d'indemnisation stable pour tous les agents concernés, d'ajuster l'indemnité aux frais réels engagés selon les déplacements effectifs, de garantir une meilleure équité entre les agents. Cette indemnité qui se veut une reconnaissance de l'engagement doit être à la hauteur des coûts qu'ils supportent au quotidien. Merci. Alors en fait, c'est peut-être pas suffisamment été explicite. La loi ne permet pas de rembourser les frais de déplacement, notamment que c'est pas possible. C'est interdit par la loi, on ne peut pas le faire. Donc, pour compenser cet effet, on fait un versement forfaitaire. Et comme pour le reste de la gestion de la commune, on a une gestion précise de la commune, on a un pilotage précis. Dans le pilotage précis qu'on a voulu mettre en place cette prime, on a fait un point sur ce qui pourrait être le réel. On a travaillé avec les agents sur la question, donc avoir le nombre de kilomètres et déplacements. Donc les 250 € correspondent peu ou prou à ce qu'ils dépenseraient pour la commune. Voilà. Donc il n'y a pas de raison de mettre ni 100 ni 600, on fait quelque chose qui est au plus juste. Voilà. Madame Riran. Alors écoutez, tant mieux s'ils ont, tant mieux s'ils ont travaillé avec vous, mais nous on a fait des petits calculs, 20 € par mois avec toutes les allées et venues qu'ils font et avec le prix de l'essence, le compte n'y est pas. Mais bon, c'est votre version de la chose. Donc on va passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie pour les agents. Délibération numéro 5, c'est un avenant au bail de location du foyer logement. C'est M. Plade qui va parler de ça. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, c'est un avenant, effectivement, au bail de location du foyer logement, bail de Sceaux. C'est une modification des modalités de calcul de révision du montant du loyer. Depuis juin 2021, la commune du Pradet, propriétaire du foyer logement, résidence autonomie rattachée au CCAS, suite à la cession de l'établissement par Habitat. En délibération du 27 septembre 2021, la commune du Pradet a consenti un bail de location avec l'établissement afin qu'il puisse poursuivre ses activités d'accueil des personnes âgées. Toutefois, une erreur matérielle s'est glissée dans les modalités de révision annuelle du montant du loyer et il convient aujourd'hui de la corriger par le biais d'un avenant. Pour mémoire, le loyer est révisé en début de chaque année en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié trimestriellement par l'INSEE. Dans l'article 12 du bail de location relatif à la révision du loyer, la formule de calcul est cependant inexacte. Elle est notée comme suit. Elle est donc, je reprends la suite de la note explicative. Elle est donc notée loyer ancien sur nouvel indice. Or, sur le site de l'INSEE, la formule appliquée serait la suivante: le montant de loyer en cours
que multiplier l'indice IC du troisième trimestre de l'année en cours, indice IC sur l'indice IC du troisième trimestre de l'année précédente. Le projet d'avenant annexé porté à la connaissance de l'approbation des membres du conseil municipal. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 1 ainsi que tous les actes subséquents et pièces nécessaires à la mise en œuvre et à l'authentification de celle-ci. Merci pour cette présentation. Pas de questions. Je propose de passer au vote. Madame Cabot. Monsieur le maire, Monsieur Plane, nous avons une commission d'aménagement, nous avons discuté effectivement de cette... Pardon, mais il est en marche, le micro, je suis peut-être pas en face. Voilà. Je vais parler un peu plus fort peut-être. Donc, l'avenant que vous nous soumettez aujourd'hui vise à corriger une erreur matérielle, effectivement. Vous m'avez dit en commission d'aménagement une coquille. Dans le mode de calcul de la révision du loyer du foyer logement règle Soulève, cela prouve que des personnes bienveillantes lisent consciencieusement les baux et s'en instraignent. Soit. Mais comment se fait-il que depuis septembre 2021, la signature du bail, vous n'ayez rien remarqué à ce sujet? Sur la première délibération, en date du 27 septembre 2021, j'ai retrouvé le prix du loyer, 52 000 € payable par semestre. En appliquant les indices de révision pour l'année 2025, il y a quand même une augmentation conséquente. Est-ce à dire que la première révision du loyer, qui débutait en janvier 2023, serait à revoir? Pourrions-nous connaître les méthodes de calcul et les montants révisés des 2 années antérieures, 2023 et 2024? Nous parlons quand même d'une résidence autonomie, un établissement accueillant des personnes âgées. Et Dieu sait que ça me tient à cœur. Une fois de plus, le patrimoine communal se limite à un simple ajustement financier sans aucun contrôle sur l'état du bien. Un propriétaire sérieux et soucieux de son patrimoine ne se contente pas de réviser des chiffres, il s'assure aussi de la pérennité du bâtiment. Bien sûr, la loi n'impose pas la réalisation d'un état des lieux en cas de révision de loyer. Mais la commune est propriétaire depuis juin 2021. C'est donc une question de responsabilité. À aucun moment, cette délibération ne mentionne une évaluation de l'entretien en cours. A-t-on au moins vérifié récemment si les travaux sont nécessaires? Nous demandons donc que la municipalité intègre un suivi rigoureux de l'état du foyer logement dans le cadre de ses engagements locatifs et nous en informe. Il ne suffit pas de recalculer une formule pour bien gérer un bien communal. Il faut aussi s'assurer que les conditions d'accueil restent dignes pour les résidents. Je vous remercie. Pas d'autres interventions? Non, on va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Question numéro 6, convention de mise à disposition au profit de la métropole. Toujours C'est une convention donc, de mise à disposition au profit de la métropole des locaux situés 34 rue du Pensionnat au Pavé. Des travaux de réhabilitation vont être effectués dans les locaux du jardin de Courbeves, 80 rue Lantua, occupés par le service de gestion du patrimoine urbain, arboré et du patrimoine naturel et paysager de la métropole. Durant la période des travaux, qui devrait durer environ 9 mois, la métropole a sollicité la commune du Pradé afin qu'une solution de relocalisation transitoire soit trouvée. La commune du Pradé a proposé à la métropole de mettre à disposition des locaux d'une surface totale de 45,64 m² situés au 2e étage des locaux du CCAS, 6 au Pradé, 34 rue du Pensionnat. Il convient donc de formaliser par une convention la mise à disposition de ces locaux. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition annexée ainsi que tous les actes subséquents et pièces nécessaires à sa mise en œuvre et à l'authentification de celle-ci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y. Alors écoutez, cette délibération soulève pour nous une question plus large. Quelle est la politique de la commune en matière de gestion de ses biens municipaux?
Le local mis à disposition est situé au 2e étage du CCAS, un emplacement difficilement accessible. Pourquoi ce choix? A-t-on étudié d'autres alternatives plus fonctionnelles, notamment pour assurer de meilleures conditions de travail aux agents concernés? Plus largement, la municipalité dispose-t-elle d'une vision d'ensemble sur l'usage et l'avenir de ces bâtiments communaux? Que deviendra ce local après le départ de TPM? Quels autres bâtiments municipaux sont clairement sous-utilisés ou pourraient être mieux exploités? Existe-t-il une stratégie, tout simplement une politique à long terme, pour optimiser l'occupation et l'entretien de notre patrimoine immobilier? Car moi, je ne la connais pas. D'autres exemples illustrent le flou qui entoure la gestion de notre patrimoine communal. Par exemple, la maison de la première DFL, un bâtiment sous-utilisé. On peut craindre que par son inoccupation, il se dégrade inexorablement. La maison Cortelloni, quid de la cave vinicole, pourtant située en centre-ville? Elle demeure un projet en suspens depuis plus de 10 ans, sans que vous ne soyez en mesure de proposer une véritable valorisation de ce site pourtant stratégique. Je tiens à... Enfin, on m'a envoyé des photos, puis je l'ai vu par moi-même, elle a subi de graves dommages aux dernières intempéries et présente un véritable danger pour les riverains qui s'en inquiètent. Bon, qu'allez-vous faire à ce niveau-là? Dans un contexte budgétaire contraint, où chaque espace doit être valorisé au mieux, il serait opportun que vous nous présentiez encore une fois en toute transparence un plan de gestion précis des biens communaux. Une meilleure anticipation permettrait d'éviter des choix dictés dans l'urgence et de garantir une utilisation efficace de notre patrimoine immobilier. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc on va revenir sur le sujet. Donc on va voter. Qui est contre la mise à disposition? C'est un peu le sujet de la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Question numéro 7. Jean-Marc Illich, ça concerne le renouvellement de la convention de partenariat pour la FOLERPA. Merci, Folia. Merci. Merci, monsieur le maire. Voilà, donc il s'agit du renouvellement de la convention de partenariat avec les associations Télosub, le Naturoscope et le centre de plongée du Pradet pour la lutte contre la prolifération de la FOLERPA Texifolia dans la baie de la Garonne. Donc cette convention a pour objectif de définir et d'encadrer les conditions de ce partenariat de coopération technique, scientifique et logistique répondant aux objectifs de la stratégie communale. Donc, cette convention sera valable à compter de sa date de signature jusqu'au 31 décembre 2028, soit pour une durée de 4 campagnes annuelles. Elle pourra également être interrompue par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'échéance du 31 décembre de chaque année. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter le principe de reconduction de la stratégie communale de lutte contre la prolifération de l'algue FOLERPA taxifolia dans la baie de la Garonne, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention de partenariat avec les associations, d'autoriser monsieur le maire à prendre tout acte nécessaire à sa mise en œuvre, de dire que les crédits sont inscrits au budget 2025 de la commune. Merci. Merci pour cette présentation. Madame Rieland. Avant de laisser Madame Thiard intervenir sur ce sujet, je voudrais faire une remarque générale. Depuis le début du Conseil, vous ne répondez à aucune de nos sollicitations, voire même vous vous retournez, vous faites autre chose. Un manque. Vous avez dit à nos administrés que vous nous respectiez, que vous me respectiez. Or, je vois là que ce n'est pas le cas. Vous ne répondez à aucune de nos sollicitations, aucune de nos questions. Vous passez les questions absolument sans complexe, sans répondre à rien. Alors c'est une stratégie, certes, mais sachez que ces questions en général proviennent d'interrogations de pradétants, de gens qui nous en font la demande. Je pense que vous assumerez à la fin de n'avoir rien répondu. Madame Thiard, allez-y. Merci. Nous partageons bien évidemment l'objectif de préserver la biodiversité marine de la baie de la Garonne.
et nous reconnaissons l'engagement des associations et bénévoles qui œuvrent chaque année pour lutter contre la prolifération de cet algue. Cependant, à l'occasion du renouvellement de cette convention, il nous semble essentiel de nous interroger sur plusieurs points. Et j'espère que vous pourrez nous y répondre, parce qu'il y a beaucoup, effectivement, de bras d'étang et de bras d'étane qui se posent ce genre de questions. Tout d'abord, cette convention est reconduite régulièrement depuis 2008, mais disposons-nous d'un véritable bilan des actions menées? Première question. Après plus de 15 ans de campagne de protection, quels enseignements pouvons-nous en tirer? Deuxième question. C'est M. Elie, je peux vous répondre, ça serait super. L'évolution de la présence de l'algue sur notre littoral est-elle clairement documentée? Troisième question. Il nous semble essentiel par rapport et d'un rapport détaillé soit présenté régulièrement au conseil municipal afin que nous puissions mesurer l'efficacité des interventions et, si nécessaire, d'ajuster la stratégie communale. Ensuite, la Convention prévoit des journées et des demi-journées de sensibilisation, mais sans préciser leur nom ni leur contenu. Combien d'interventions ont eu lieu cette année et l'année dernière? J'ai pas fini, excusez-moi. Monsieur le maire, vous vous précipitez pour qu'on puisse passer au vote? Non, vous allez pouvoir nous répondre, j'espère. Oh, merci, monsieur le maire, c'est très gentil de votre part. Mais pourquoi ne pas élargir ces actions aux scolaires? Une sensibilisation dès le plus jeune âge permettrait de mieux ancrer cette problématique dans les consciences et d'appliquer davantage les générations futures dans la protection du littoral. En somme, nous soutenons le renouvellement de cette convention, mais nous demandons plus de transparence sur les résultats des campagnes passées et un suivi plus précis des actions de sensibilisation. Il ne s'agit pas d'une simple formalité administrative, et je tiens à le formuler de nouveau, mais d'une occasion de rendre ce dispositif plus efficace et mieux adapté aux enjeux de demain. Merci. Merci. En fait, donc, en fait, c'est chaque fois qu'il y a ces journées, donc il y a un rapport en fait qui est présenté, et puis c'est un suivi en fait qui est à l'année. En fait, les associations, elles s'engagent en fait à faire un inventaire toute l'année en fait de la baie de la Garonne. Récemment, donc, nous avons mis en place une SIEM permanente sur ce site pour mettre en lumière la richesse écologique de cette zone avec le sentier sous-marin. Donc voilà, je pense que tout est fait et tout est clair. Je ne vois pas le sens de votre question sur le fait que vous pensez que... Précisez-moi un petit peu là, ce que vous voulez dire sur les rapports. Monsieur le maire. Tout simplement, ce que nous aurions voulu, s'il y a un rapport, pourquoi il n'était pas joint. En fait, on a l'impression d'un renouvellement mécanique de toutes ces conventions sans plus de réflexion. Voilà. Donc, s'il y a des rapports, nous, ce qu'on souffre depuis le début, c'est un manque de clarté, un manque de transparence. Donc, un rapport, il existe. De grâce, mettez-la, quoi. Voilà. Monsieur le Président, vous souhaitiez intervenir, je crois pas, non? Non. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Non. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité sur cette délibération. Merci. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des associations qui se mobilisent toute l'année pour ça. C'est fait. Donc, délibération numéro 8, ça concerne une subvention au profit des coopératives scolaires des écoles. Cécile Christophe. Bonjour à tous.
Donc, comme chaque année, la municipalité soutient les projets des enseignants des écoles publiques du premier degré, parmi lesquels beaucoup de projets d'ailleurs sur l'environnement et le développement durable. Donc, ce sont les projets pédagogiques et les départs en classe transplantée. Les financements sont composés donc, de 550 € par classe pour les projets pédagogiques et de 1 500 € par classe pour les départs en classe transplantée. Vous avez le détail dans les tableaux. L'enveloppe maximale pour les projets pédagogiques est de 17 050 € et pour les classes transplantées, 7 000 €. Merci, Monsieur Petit. Bonjour à toutes et à tous, merci pour cet exposé, Madame Christophe Gomez. On va regretter une chose, effectivement, cette délibération, on la prend aujourd'hui, on l'a pris il y a quelques mois déjà. Je pense qu'il y a une évolution du nombre de classes qui fait que nous reventilons un petit peu les choses. Néanmoins, on ne reviendra que ces montants ne soient pas indexés. C'est vrai que les délibérations sont prises d'une année sur l'autre à l'euro près. Et vous savez, l'évolution du coût de la vie, c'est-à-dire qu'in fine, c'est les parents qui vont supporter un surcoût par rapport aux classes transplantées. Et on sait le bien fondé de ces classes transplantées. Donc voilà, on regrette qu'il n'y ait pas une indexation de ces subventions. Cabot. Voilà, j'ai mis mon micro. Pour Monsieur le maire, Madame Christophe Gomez, nous sommes évidemment favorables à toute mesure qui soutient les projets éducatifs. Et comme mon collègue, je vais vous énoncer un petit peu ce qui nous importune. Il ne s'agit pas aujourd'hui de remettre en cause effectivement l'aide aux écoles. Cependant, cette délibération soulève plusieurs interrogations majeures quant à la transparence et à l'efficacité de la gestion municipale des fonds dédiés aux écoles. Première interrogation, et je reviens à ce qu'a dit M. Joffre, les montants alloués, 550 € par classe pour les projets pédagogiques et 1 500 € pour les classes transplantées. Sont-ils réellement suffisants à l'heure où les coûts des sorties et des séjours scolaires sont considérablement élevés? Quels sont également les moyens matériels alloués par la commune, notamment en ce qui concerne le transport, qui est quand même une des lignes budgétaires les plus importantes? Ma deuxième interrogation porte sur la suppression de la caisse des écoles, qui était une instance collégiale rassemblant élus, parents d'élèves et enseignants, et garantissait une gestion collective et transparente des subventions destinées aux projets scolaires. Sa disparition a eu pour effet de concentrer toutes les décisions entre les mains de la majorité, sans débat ni consultation. Cette suppression visait-elle à rationaliser la gestion des fonds ou bien à éviter les discussions et la mise en concurrence des idées dans un enjeu démocratique? Lorsque la municipalité décide seule de l'affectation de ses budgets, sans organe de concertation, quels sont les critères exacts de sélection des projets? Sur quelle base les demandes sont-elles attribuées? Un bilan comparatif a-t-il été fait? En quoi la suppression de la caisse des écoles a-t-elle amélioré ou non l'attribution des financements scolaires? Nous sommes en droit de nous poser des questions. Ma troisième interrogation porte sur les classes transplantées, c'est-à-dire, comme tout le monde le sait, les classes hors les murs, mais avec 1 500 €, on ne va pas bien loin. La durée des séjours est passée d'une semaine ou deux, il y a plusieurs années, à seulement 2 ou 3 jours, maximum 5. C'est très rare. Nous connaissons le coût d'une journée pour une classe transplantée. Cela met en évidence, comme disait mon collègue tout à l'heure, le problème récurrent du prix du séjour, sachant que bien souvent les parents sont obligés de mettre la main à la poche et tous, malheureusement, n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, quel est le cadre précis des classes transplantées? Quels sont les critères et les moyens retenus pour valider ces séjours et leur financement? Enfin, et même si je n'en fais pas partie, quel est le rôle de la commission éducation au sein de la commune dont font partie mes collègues? Elle devrait en principe jouer un rôle de gestion, de coordination et de proposition pour assurer que l'éducation sur le territoire de la commune réponde aux besoins des élèves et s'inscrive dans une politique éducative locale cohérente et dynamique. Sauf qu'elle se réunit très peu, pour ne pas dire jamais. Je vous le redis, il ne s'agit pas aujourd'hui de remettre en cause l'aide aux écoles.
mais bien de s'assurer qu'elles soient attribuées de manière juste, efficace et en toute transparence. Un retour à une forme de concertation associant les différents acteurs éducatifs, incluant, cela va de soi, les membres de l'opposition, nous semblerait une avancée bénéfique pour garantir une meilleure équité et une plus grande clarté dans l'utilisation de ces fonds. Je vous remercie. Alors, je vous réponds juste en 2 phrases. La première, c'est que sur le contenu des projets, c'est tout simplement validé par l'éducation nationale, l'inspection de l'éducation nationale. Donc nous, on est contributeurs financiers. Du moment que l'éducation nationale a validé, on peut financer. Quant au montant alloué, ils sont les mêmes depuis plusieurs années. On a des grands remerciements des écoles de pouvoir leur permettre de le faire, ce n'est pas le cas dans toutes les communes. Et quant à la concertation, elle continue dans les conseils d'école. Il y a toute la communauté éducative. Dès qu'il y a des questions, on est là pour y répondre. Et tous les montants accordés aux écoles qui étaient auparavant votés à la caisse des écoles sont discutés en conseil d'école. Merci. Madame Cabot, et après on passe au vote. Juste pour dire à quoi sert la commission éducation, alors. Elle n'est plus du tout à jour. Hein. Bien sûr, c'est s'il y a des changements, s'il y a un gros changement dans les montants, dans les stratégies, voilà, on convoquerait la commission éducation. Là, on est toujours sur les mêmes montants, sur le même type de projet. Je suis d'accord, Madame Gomez, mais est-ce qu'il ne serait pas utile aussi de temps en temps de faire venir les conseillers municipaux d'opposition qui sont dans la commission? Voilà, c'est tout. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Allez-y, Madame Guillaume. Alors, permettez-moi de rire un peu doucement. Effectivement, ils sont très enthousiastes, mais vous leur donnez un volume budgétaire contraint. C'est comme ça que ça se passe. Donc effectivement, pour proposer des voyages dans un volume budgétaire contraint, chacun est enthousiaste. Alors, que ça ne se passe pas dans les autres communes, permettez-moi de vous demander d'en citer, parce que moi, j'en connais pas. Et enfin, ce qu'on demande juste, c'est les critères de section, pareil, en toute transparence. Vous pourriez ajouter à la délibération quels sont les critères de sélection, ajouter un petit peu de détails, qu'on ne soit pas là avec une pauvre page sans avoir assez de détails. Voilà, c'était l'objet de notre intervention. On va donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci pour les enfants. On va donc finir avec la question numéro 10. La question numéro 9. Monsieur le maire, je peux intervenir? Il n'y a rien à voir. Je reviens sur la délibération 7. Non, sur la délibération des enfants, non. Sur la 7. Je tiens absolument à avoir soit le rapport ou des questions, des réponses à mes questions. Parce que ça commence vraiment à être pénible, où on n'a pas du tout de réponse. Voilà. C'est tout à fait inexact. On a répondu à vos questions par email récemment, notamment sur des questions qui avaient été posées en question écrite. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne répond pas aux questions. C'est absolument faux. Et on va passer, comme ça a été prévu, à la délibération numéro 9. Monsieur le maire, La délibération numéro 9. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Effectivement, vous avez répondu à une seule des questions. Et je peux vous dire laquelle, puisque vous n'étiez pas en capacité, lors du conseil municipal du mois de décembre, d'y répondre. Il y avait simplement que 3 commerçants qui demandaient à ce que ça soit ouvert le dimanche. Et pas du tout des commerçants qui ont fermé leur magasin. Donc je tiens absolument à avoir ces réponses. Merci, monsieur le maire. On reprend donc le cours normal des débats. Délibération numéro 9. Constitution d'un groupement de commandes pour l'exploitation de maintenance, de supervision et d'évolution du réseau de Tétra. Serge Benet. Bonjour à tous. Les pouvoirs adjudicateurs ont décidé par la présente convention de constituer un groupement de commandes régi par une disposition des articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la commande publique concernant les prestations de maintenance, de supervision et d'évolution du réseau de radiotélécommunications Tétra du territoire de la métropole TPM, pour une durée de 2 ans, reconductible une fois, soit 4 ans maximum, entre la métropole Toulon-Provence, Méditerranée et 12 communes.
La métropole TPM et la ville de Toulon ont mis en œuvre un réseau de radiotélécommunications mutualisé sur le territoire de la métropole, couvrant 12 communes, pour les besoins du réseau de transport métropolitain et des services opérationnels, police municipale, sécurité, etc. L'infrastructure de ce réseau, composée de points hauts sur le territoire, est opérationnelle. Cette infrastructure mutualisée est mise à disposition et utilisée par les communes de la métropole. Les communes de la métropole souhaitent continuer de bénéficier de l'infrastructure de radiocommunication mutualisée mise en place par la métropole TPM et la ville de Toulon et d'utiliser, voire d'étendre ce réseau pour leurs propres besoins. Pour ce faire, le présent groupement de commandes permet de disposer d'un marché commun permettant à chaque membre de commander les fournitures et prestations qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre des services de radiocommunication pour leurs besoins. Le groupement de commandes permet, premièrement, de mutualiser certains points hauts et de réduire les coûts d'utilisation de sites privés, de réduire le nombre de porteuses et les redevances radioélectriques correspondantes, d'optimiser les coûts de fourniture d'équipements, de maintenance et de supervision du réseau, de disposer d'une meilleure sécurisation du réseau et d'une couverture radio optimisée, enfin, de permettre à chaque commune signataire de la présente convention de commander les fournitures et prestations nécessaires pour leurs propres besoins. Cet accord cadre à bon de commande sera conclu pour une durée de 2 ans, reconductible une fois, soit 4 ans au maximum. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention annexée portant adhésion à un groupement de commande entre la métropole TPM et les communes membres pour des prestations de maintenance, supervision et évolution du réseau TETRA. D'autoriser monsieur le maire à prendre tous les actes nécessaires à sa mise en œuvre. Merci pour cette présentation. Madame Viala. Alors écoutez, bien sûr, nous voterons en faveur de ces conventions car elles visent à garantir la continuité des services de radiocommunication pour les missions de sécurité et de secours. Cependant, c'est encore une convention qui est renouvelée automatiquement. Et nous souhaitons exprimer des réserves et attirer l'attention sur plusieurs aspects. D'abord, l'extension du réseau est évoquée, mais sans précision sur les services municipaux concernés. TETRA, on le sait, est conçu pour la police municipale et les transports au départ. À notre avis, et là on assiste là-dessus, son évolution doit rester strictement encadrée et ne pas dériver vers des usages non essentiels, donc vraiment encadrés au service de police, éventuellement de secours. En fait, cette convention est reconduite de... Ben oui, mais c'est pas marqué, donc voilà. On dit que c'est extension, mais on ne sait pas trop pourquoi. Et cette convention, elle est reconduite depuis 2012, sans une évaluation détaillée, en particulier pour la commune du Paradais, de son efficacité et de son utilisation réelle ne soit présentée. Il me semble qu'un renouvellement systématique, comme je disais, devrait s'accompagner d'un bilan approfondi. Enfin, l'enjeu budgétaire, et ça c'est presque le plus important que j'ai trouvé dans cette délibération. Le coût total du marché est conséquent, bon, c'est TPM, avec plusieurs millions d'euros engagés sur plusieurs années. Mais les montants alloués aux communes, il y a un tableau, elle reste floue et standardisée, sans prise en compte des besoins réels de chacune. Et là, je vois une dérive. Il est essentiel de garantir une répartition équitable des charges et de s'assurer que les petites communes ne financent pas un projet dont elles ne bénéficient que marginalement. Alors écoutez, je vous demande vraiment de rester vigilants sur la mise en œuvre de cette convention, avec un suivi des coûts, et encore une fois une transparence. Merci de nous mettre les éléments dans la délibération. Il en va de la bonne gestion des deniers publics, surtout d'efficacité du réseau, pour garantir les missions essentielles de sécurité. Et j'assiste que vous n'en restiez que dans ce cadre-là. Merci. Pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, je vous remercie. Et il nous reste 2 rapports, donc il faut prendre acte, il n'y a pas de vote. Donc la présentation du rapport développement durable de la métropole pour l'année 2024.
Et ensuite, le présentation du rapport annuel de gestion des déchets 2023, toujours de la métropole. Monsieur Tandil, allez-y. Merci. Juste une remarque justement sur le rapport annuel d'activité de gestion des déchets. Je voudrais comprendre la variation annuelle de la population du Pradet. Sur le budget 2024, vous annoncez qu'il est noté 12 405 habitants. C'est très bien. Seulement sur le budget, sur le rapport annuel de gestion des déchets, il est noté 10 277 habitants. À l'INSEE, en 2023, 10 768. Alors, moi je m'y perds un peu, je ne sais pas, je préfère qu'il y ait 12 000 habitants, on est bien d'accord. Mais je pense que les chiffres ne sont pas tout à fait réels par rapport à ce qui doit être. Voilà. Merci. Je confirme que 12 000, ça ne correspond pas à la réalité. Après, il y a deux chiffres. En fait, il y a le chiffre DGF et puis il y a le chiffre INSEE. Ils ne sont pas les mêmes. Il y en a 2280 pour l'un, 2500 pour l'autre. Et puis il y a le recensement. Enfin, il y a plusieurs chiffres en fait en termes de population, mais je pense que quand on dit qu'on a 10 500, on est près de la vérité. Voilà, on va peut-être revoir sur le budget. Vous annoncez 12 000 habitants, 12 000, je ne pense pas que ça soit le cas aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça que ça portait à réfléchir. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je prends acte donc à M. Pesciasi. Oui, donc à la lecture des documents, j'aurais deux questions et une question qui en dérive. Concernant le développement durable, il est évoqué qu'il y a donc une mise à jour du dossier de demande d'autorisation de forage. Est-ce qu'on peut savoir de la Foxport? Est-ce qu'on peut savoir où en est ce dossier ou est-ce que je peux avoir une réponse supérieure parce que c'est assez flou. Pardon. Et il est marqué mise à jour du dossier de demande du forage de la Fox. Ça paraît dans le. Vous devriez être au courant, mais je vous l'apprends peut-être. Voilà, si je peux avoir ultérieurement une réponse, parce que c'est important par rapport à la qualité de l'eau et puis tout ce qui se passe autour. S'il vous plaît. Pour le moment, on ne l'utilise pas, je cite. Hein. On n'utilise pas le site pour le moment, alors pour des raisons techniques, m'a-t-on dit. Il n'est pas utilisé à l'heure actuelle. Ouais. Après, je ne sais pas au niveau des services s'ils ont éventuellement avancé sur le problème. Apparemment, M. Léga me dit qu'ils n'ont pas encore avancé sur ce problème, donc on ne l'utilise pas pour le moment, soyez assurés. Rassurez oui et non, parce que selon ma mémoire, qui peut faire peut-être des différences aujourd'hui, mais on était entre 40 et 60% d'approvisionnement avec la Fox. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne plus par ailleurs, donc ça veut dire que le coût est totalement différent. Bon, je me trompe peut-être. Deuxième question, donc ça concerne la gestion des déchets. Est-ce que vous avez, bon, je sais que vous ne devez pas parler des problématiques juridiques vis-à-vis des dossiers, mais aujourd'hui il y a un dossier qui s'appelle la ressourcerie, et la délocalisation de la déchetterie. Donc est-ce que vous avez une situation du dossier? Et est-ce qu'en cas de non-aboutissement de ce dossier, vous avez envisagé de remettre à niveau la déchetterie actuelle, qui même si elle est en zone rouge, vous en avez la possibilité à travers le PPRI, donc de zone rouge, puisque vous avez fait des pistes de vélo en zone rouge dans le plan, pardon. Donc c'est exactement la même problématique de votre côté pour les aménagements de terrain. Donc je ne pense pas qu'il y ait de difficulté à faire une copie conforme et une similitude de travaux. Merci. Oui, pardon. Et la question qui en dérive, on constate, on parlait de sécurité, ainsi de suite. Personnellement, je rencontre beaucoup de monde un petit peu, et on constate assez fréquemment des déchets sauvages. Et ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on vous sollicite pour essayer d'avoir une politique un peu dure par rapport à ça. Et pour moi, cette politique dure ne peut passer que par la mise en place de surveillance vidéo. Alors, on ne demande pas d'avoir quelqu'un derrière la caméra en permanence, mais s'il y a un incident qui est relevé par les agents communs ou par un citoyen, vous pouvez de suite remonter dans les jours qui précèdent. Il y a un de la moralité, parce que je pense que ça fait partie de la citoyenneté des gens. On exige beaucoup de la municipalité des employés communaux. Je pense qu'on peut exiger la même chose à son département. Alors en ce qui concerne le recours, effectivement, pour le moment, nous sommes en définitive en bonne voie sur ce projet, puisque nous avons gagné, mais bon, je préfère attendre voir ce qu'il y a après quoi. On attend également au niveau des CPE la réponse de l'État. Ils n'ont pas voulu faire ils n'ont pas laissé une réponse automatique s'installer, parce que ce qui me paraît normal par rapport
rapport au projet par lui-même. Donc on aura la réponse, à mon avis, très certainement vers la mi-avril. Un petit complément, on a mis en place une brigade de proximité pour répondre encore plus rapidement aux demandes des habitants et on met une caméra nomade, on a des 2 caméras nomades et là on va mettre une esquirole parce qu'il y a eu pas mal de dépoussages récemment, donc on va mettre une caméra nomade et on en a 2. Donc on sera capable de répondre effectivement à la demande que vous avez évoquée. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on en a terminé. Marie, alors allez-y. Sur les décisions en communication. Tout d'abord en préliminaire, parce que je pense que ça va être pareil, je me permets une petite remarque par rapport à ce conseil, où vous avez démontré à chaque fois, à chaque question, on travaille, nous, on travaille nos dossiers, on cherche, et à chaque fois, vous n'avez pas répondu. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous ne savez pas répondre aux questions, qu'on peut se demander, si vous savez répondre aux questions, ou s'il y a un manque de travail, de rigueur. Voilà. Donc je laisse la question en suspens, mais franchement, les Pradétans méritent mieux, l'opposition mérite mieux, et de façon humaine, nous méritons mieux. Alors, je vais parler des décisions en communication maintenant. Donc il y a 3 décisions en communication qui, une nouvelle fois, autorisent la représentation de la commune devant le tribunal correctionnel de Toulon, sans aucune explication sur leur objet, ni leur opportunité. Alors je sais très bien, vous allez me répondre, c'est la justice, les affaires en cours, on n'a pas le droit. Mais de quoi s'agit-il exactement? Vous avez le droit de dire si la commune est partie civile pour défendre ses intérêts ou mise en cause dans une affaire pénale. Quelle est la nature générale des contentieux? Ça, vous pouvez le dire aussi. Et surtout, quels sont les coûts engagés? Je rappelle qu'en 2023, la commune budgétait 32 000 € pour les affaires judiciaires, 88 000 € en 2024, et au budget primitif, c'est 107 140 € qui sont prévus. Les élus ont le droit d'accéder aux éléments financiers, sans qu'on soit obligé, c'est ce que j'ai fait ceci dit, d'une saisine de la CADA. La loi l'exige, je vous le rappelle. Donc pourquoi ce silence? La gestion municipale doit être transparente. Remarquez, toute la manière dont ce conseil municipal s'est déroulé prouve bien qu'elle ne l'est pas. Nous exigeons donc ces informations. Question sur les décisions? Voilà, pour répondre, donc, on a été saisi, donc on a simplement demandé à la CADA des précisions sur ce qu'on pouvait communiquer, pas communiquer. En fonction de la réponse de la CADA, on verra ce qu'on peut communiquer ou ne pas communiquer. Il s'agit d'affaires judiciaires, des sujets sensibles. Voilà. Comment? Vas-y, alors Jean-François Plante va vous répondre. Et après. Moi, je vais quand même vous répondre sur les décisions qui concernent la représentation en justice de la commune. Toutes ces décisions sont des décisions qui concernent la cabalisation. Voilà. Donc, je ne peux pas aller, après vous comprenez que je ne peux pas aller vous donner les noms des personnes concernées, mais c'est des problèmes de cabalisation. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Merci. Allez-y. Pourquoi ne pas l'avoir mis? C'est quand même à votre avantage normalement, donc pourquoi ne pas l'avoir mis? Voilà. Et pourquoi vous attendiez qu'on pose la question? Non mais. Alors, oui, je savais que vous allez poser la question, ça me fait tellement plaisir de vous dire que c'est des problèmes de cabalisation qu'on arrive à réguler, et chose qui avait du mal à se faire, et que je sais qu'il y a du mal à se faire dans d'autres communes, parce que c'est pas évident. Nous avons la chance d'avoir un personnel très compétent, et qui monte des dossiers, et qui va au bout de toute façon des dossiers, ce qui nous permet d'aller devant le procureur avec des dossiers qui sont bien ficelés, et arriver à avoir des bonnes conclusions. Excusez-moi, ça n'empêche pas que j'ai posé beaucoup d'autres questions sur toutes les affaires judiciaires en cours et que je n'ai reçu aucune réponse. Vous ne parlez que de cabanisation. Il n'y a pas 30 affaires de cabanisation. Sinon, tout le plan serait cabanisé. Vous parlez des décisions du jour, je vous parle des décisions du jour. Oui, alors, si on met 6 mois avant d'obtenir les autres décisions, bah, soit. Mais pareil, manque de transparence. Parfait, ben, je vous remercie pour ce conseil municipal. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et au plaisir de vous retrouver dans notre petit adresse.